Alors, les données structurées, donc déjà, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit de résoudre un problème qui est inhérent au langage HTML. Les pages web sont codées dans un langage, le HTML, qui est un langage de description de page, et c'est tout. Donc, ça veut dire que si vous affichez un prix sur une page produit en HTML, rien n'indique que c'est un prix. Si vous avez quelque part la chaîne de caractères prix 2,18 € sur la page, eh bien, c'est vous aurez un enregistrement dans lequel, pour le champ prix, donc ce qu'on appelle aussi un attribut, on aurait une valeur 10,3. Donc là, l'idée, c'est de véritablement ajouter de l'information sur une page en HTML, permettant d'avoir cette certitude-là, un champ structuré précis, en l'occurrence, dans l'exemple qu'on prend, un prix. Alors ça, c'est un vieux problème que déjà les gens qui avaient défini le HTML, Tim Berners-Lee et son équipe du W3C, avaient déjà identifié dans les années 90, et eux avaient proposé des solutions via le grand projet du web sémantique. Alors, c'est quelque chose que les moteurs de recherche ont ignoré très très longtemps, jusqu'au moment où ils se sont dit, en fait, on avait pensé à un moment donné pouvoir réussir à rendre les données non structurées que l'on a sur une page web structurées en reconnaissant des attributs, des valeurs sur les pages, mais ça ne marchait pas bien. Et par contre, le projet de web sémantique étant assez compliqué techniquement à faire appliquer par des webmasters, ils ont décidé de créer une alternative avec le consortium schema.org, qui réunit en fait au départ les principaux moteurs de recherche. Et aujourd'hui, dans le consortium, on a énormément d'acteurs du web qui définissent entre eux comment est-ce que comment coder, comment baliser une page HTML pour que ces données structurées puissent être facilement récupérées via des crawlers et indexées par des moteurs de recherche. Alors, quels sont du coup les formats de balisage qu'on peut utiliser pour ces données structurées? Alors, il y a des résultats de l'histoire. Donc, on avait au départ les micro-formats. On verra après ce que c'est. Le format web sémantique, donc qui est justement le format qui a été mis donc en avant par le W3C, Tim Berners-Lee, qui existe toujours, qui est supporté. Le format qui a été préconisé par Google depuis le début, ce sont les microdonnées qui fonctionnent en HTML5. Et aujourd'hui, on a donc un nouvel acteur faire du balisage en JavaScript. Donc, les microformats, ça ressemble à ça. Le plus connu des microformats qui a été utilisable, c'était le format vcart. Aujourd'hui, pour avoir des rich cards, c'est clairement un format qu'il faut considérer comme étant obsolète. Donc, je passe rapidement dessus. Le format RDFA a donné des balises qu'on appelle du core. Donc ça, ce sont des balisages web sémantiques qui effectivement remplissent la fonction de structurer les données. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, ce n'est pas exactement des formats qui vont être réutilisés par les moteurs pour fabriquer notamment les rich snippets dont on va parler dans une seconde. Ce qui permet d'avoir des rich snippets, c'est les microdonnées qui sont définies donc par le consortium schema.org. Et donc, ça ressemble à ça. Donc là, on est en HTML5, donc on peut s'amuser à créer des nouveaux attributs pour les balises. Donc là, ici, on a une présentation en HTML d'un film qui est le film Avatar de James Cameron. Et après un balisage microdonnées schema.org, on voit que dans la lib, on a rajouté des nouveaux attributs qui définissent le type de données qui est encodé et des attributs nouveaux qui permettent d'avoir l'information sur quelle est la nature de la donnée qui est inscrite dans différents endroits du code. Voilà. Donc là, ça se rajoute avec des attributs qui ne rentrent pas en collision avec d'autres attributs déjà existants en HTML5. Donc, ça permet d'avoir un encodage complet, précis et efficace pour avoir des données structurées. Alors, le JSON ID, c'est une façon
façon de le faire qui permet non pas de modifier le code HTML, mais de rajouter une information structurée sous forme de code JSON. Donc, c'est un format utilisé habituellement par les scripts JavaScript et qui ressemble un petit peu au HTML dans la logique, mais avec une autre syntaxe. Et donc, ça permet véritablement de pouvoir donc encoder tout ce qu'on veut. Alors, au début, ce n'était pas tous les balisages qui étaient disponibles en JSON. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus d'exceptions. Donc, on peut tout baliser en JSON LD. C'est un balisage qui peut être rajouté sous forme de couches supplémentaires par rapport à un existant. Ça permet notamment aujourd'hui de pouvoir, avec des plugins sur WordPress, sur Drupal, sur différents éléments, de pouvoir ajouter un encodage données structurées sans modifier le code du template. Ça, c'est le côté magique du JSON-LD. C'est un petit peu moins accessible pour le profane, mais ça veut dire que lorsque c'est correctement codé, ça donne une très grande flexibilité dans la modification de ce qu'il y a donc, comme encodage de données structurées sur une page. Alors, il y a des choses en plus qui sont rendues possibles par le fait qu'on est sur un encodage géré par du JavaScript, c'est-à-dire la possibilité derrière de faire passer des informations supplémentaires comme des actions. Donc là, vous avez l'exemple de quelque chose qui est encodé avec des données structurées, donc JSON-LD. C'est un boarding pass pour un vol donc à venir. Et quand vous avez ce genre de choses qui apparaît sur votre smartphone ou votre webmail préféré, eh bien, c'est quelque chose qui a été au départ encodé en JSON-LD et qui vous permet de réaliser une action donc, sur votre page, qui peut être par exemple, si on a une réservation booking.com dans un hôtel, d'annuler avec un seul bouton la réservation. Donc ça n'est possible qu'en JSON-LD. Donc aujourd'hui, si on doit retenir quelque chose, c'est-à-dire que les balisages recommandés, c'est le balisage microdonnées schema.org, qui a un défaut, c'est de devoir d'obliger en fait à changer le code HTML des pages, ou l'encodage JSON-LD qui va faire la même chose et qui permet donc de le faire sans toucher aux pages. Donc, c'est les deux recommandations. Alors, je reviens une seconde pour indiquer qu'il y avait aussi des microdonnées qui s'appelaient datavocabulary.org. Ça n'est plus supporté par Google depuis avril dernier, avril 2020 par contre, et la compatibilité a totalement disparu en janvier 2021, c'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de rich cartes et de rich snippets produites par ces balises depuis janvier 2021. Alors, à quoi servent ces balises pour le référencement? Eh bien, c'est essentiellement de faciliter l'indexation des données sous forme structurée par les moteurs de recherche. Et ça permet également, évidemment, aux moteurs de pouvoir après réutiliser ces informations structurées pour faire apparaître des rich snippets. Alors, s'agissant des sites ce que ça donne. Donc, eh bien, dès qu'on a un rich snippet, on a un avantage par rapport à la concurrence. Voilà un exemple de page de résultats sur la requête réfrigérateur encastrable. Eh bien, là, évidemment, dans cette page de résultats, Cdiscount a un petit avantage sur ses concurrents, puisque ici, j'ai un rich snippet qui présente donc, des informations sur les prix, qui présente donc, un avis sur le produit, et donc tout ça donne une plus grande visibilité à mon résultat que les pages des concurrents. Et ça, tout de suite, ça veut dire que j'ai des gains en matière de visibilité, j'ai un résultat qui est plus informatif pour le client, et j'obtiens une hausse du CTR, donc j'ai possibilité de capter plus de trafic que mon concurrent. Mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si par malheur je n'ai pas de rich snippet apparent, eh bien, je vais être moins visible que les concurrents, j'aurai un résultat qui va apparaître comme éventuellement moins pertinent et j'aurai une baisse de mon CTR. Donc, ça marche dans les deux sens et dès qu'on est dans ces situations dans lesquelles sur une requête, j'ai des concurrents qui ont des rich snippets, le fait de ne pas l'avoir, c'est un vrai handicap. Alors, comment est-ce que ça s'implémente, en particulier sur les données produits? Eh bien, j'ai toute une série d'informations
rentrer, à encoder dans mon balisage HTML des éléments, des attributs, des propriétés qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. Mais on va revenir là-dessus. Je souligne donc l'attribut, la propriété availability, puisque depuis quelque temps, elle s'est fortement enrichie et donc ça donne effectivement aujourd'hui plus de possibilités pour indiquer aux utilisateurs quel est l'état des stocks sur tel ou tel produit et il faut essayer d'utiliser du mieux possible. Alors, il n'y a pas que l'encodage produit qu'on peut utiliser sur un site e-commerce. Il y a d'autres types d'encodage en données structurées qui peuvent permettre d'avoir un site et des pages plus visibles dans le moteur de recherche. On a un encodage, par exemple, pour les logos, qui permet d'avoir ce genre d'affichage dans les pages de Google. On peut ajouter des données structurées sur les établissements qui permettent d'avoir plus d'informations sur un établissement dans la page de résultats, indépendamment de Google My Business. Donc, si on a des guides d'achat et des fiches qui montrent en fait comment utiliser un produit, on peut les baliser avec un balisage how-to. Donc, ça permet d'avoir ce genre d'affichage à la fin. C'est évidemment quelque chose qui vous met en avant sur les requêtes de type how-to. Même chose sur les FAQ, où il y a un balisage qui permet d'avoir une liste de questions-réponses qui apparaît directement dans la page de résultats. Alors, le balisage FAQ a été relativement visible pendant un moment. Aujourd'hui, il a beaucoup diminué, il est beaucoup moins mis en avant par Google. Alors ça va et ça vient. Les rich snippets sont parfois affichés en masse par Google sur un type de snippet et sur un type de requête, puis après, ça change. Google fait beaucoup de tests et fait beaucoup évoluer la visibilité de ces rich snippets sur les différents éléments. Alors, il y a la FAQ et après, il y a la notion de question-réponse. Donc, si vous avez une page qui donc répond à une question qui est clairement posée, ça s'encode avec un balisage spécifique et qui permet d'avoir ce genre de résultat. À côté des produits, il y a les extraits d'avis qui donnent cet affichage-là. Et puis, un dernier pour la route, le breadcrumb, qui permet d'améliorer la compréhension de l'arborescence de votre site marchand, si elle est un petit peu compliquée. Et ça permet parfois aussi d'avoir un meilleur affichage de l'arborescence dans le catalogue, quelque chose d'un petit peu plus logique sur la page des résultats. Alors, là, on l'a vu, dès lors qu'on a encodé sa page produit ou sa page de listing produit avec le bon encodage schéma.org, on est censé avoir des résultats tels qu'on les a vus. OK. Mais souvent, ça ne marche pas. Souvent, ça ne marche pas et on nous demande toujours mais pourquoi je n'ai pas, moi, de rich snippet alors que je suis censé avoir ajouté ce balisage. Alors, la première explication, c'est que le balisage est non conforme. Ça peut être des erreurs de balisage, des problèmes de conformité par rapport aux normes définies par schéma.org, des problèmes de données manquantes. Il y a des fois où, lorsque vous n'avez pas de données du tout, ça vous empêche d'avoir les rich snippets. Et ce qui est clair, c'est que 100% des sites qui comportent des erreurs de balisage ont généré des problèmes d'affichage des rich snippets. Donc, c'est l'explication la plus courante. C'est tellement compliqué d'avoir un balisage parfait qu'en général, la première explication est la bonne, c'est le fait que le balisage ne soit pas conforme. Deuxième explication, Google ne veut pas afficher de rich snippets parce qu'il ne veut pas le faire sur certaines requêtes, alors qu'il le fait sur d'autres. Et donc, il n'y a pas que vous qui êtes concerné par ce non-affichage, mais l'ensemble des résultats de cette page-là. Peut-être que c'est vous qui êtes pénalisé, pas vos concurrents. Dans ce cas-là, ça veut dire que Google estime que votre site présente des problèmes de qualité. Donc ça, c'est intéressant à détecter, c'est intéressant de savoir qu'il faut le travailler. Et dans les cas extrêmes, ça veut dire qu'en fait, votre site est pénalisé. Alors, il peut être pénalisé parce que vous avez essayé de jouer avec les règles sur les données structurées, par exemple, en vous attribuant des notes donc de 5 sur 5 sur l'ensemble de vos produits, de l'ensemble de vos services, alors que c'est faux. Donc là, vous pouvez avoir des pénalités spécifiques pour ça.
Mais si vous avez d'autres types de pénalités manuelles, d'actions manuelles, eh bien sachez qu'en général, la pénalité, ça va jusqu'à vous faire disparaître des rich snippets. Il n'y a plus de rich snippets qui vont apparaître si votre site est pénalisé pour n'importe quelle raison. Alors du coup, comment est-ce qu'on teste si l'implémentation est OK? Donc, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul outil préconisé par Google. L'ancien outil de validation a été supprimé. C'est cet outil-là qui permet de tester la compatibilité avec les résultats enrichis. Donc là, on a deux résultats possibles. L'élément est valide, dans ce cas, tout va bien. Ou alors, on a des avertissements ou des erreurs qui remontent. Alors, la différence entre erreur et avertissement, c'est que si vous avez un avertissement, ça signifie que vous avez un problème qui n'empêche pas le rich snippet de s'afficher. C'est-à-dire que par contre, vous n'allez pas pouvoir profiter de toutes les possibilités du rich snippet ou des rich cartes. Et donc, ça peut être un problème. Mais ça n'empêchera pas le rich snippet d'être affiché. Alors que si le système renvoie un code d'erreur, ça veut dire que dans ces cas-là, c'est bloquant. Le rich snippet ne sera pas affiché. Alors, méfiez-vous, là, c'est donc des résultats donnés par l'outil de test des rich results, et ça, c'est fourni en temps réel. Par contre, dans la Search Console, vous avez des erreurs qui sont remontées, et méfiez-vous parce que les erreurs ont pu être constatées il y a longtemps et peut-être qu'elles ont été corrigées. Donc, il faut toujours vérifier les erreurs que vous avez dans ces rapports avec l'outil de test Rich Result pour voir si effectivement le problème qui se posait il y a 3 semaines est encore d'actualité aujourd'hui. Dans les propriétés sur les données structurées, il y en a deux types. Là, il faut aller regarder dans la documentation, par exemple sur la documentation sur le type de données structurées produit. Vous avez des choses qui sont flaguées comme étant obligatoires et d'autres qui sont dites recommandées. Donc là, encore une fois, si la donnée ne figure pas dans vos données structurées, votre page ne sera pas éligible pour Rich Snippets. Donc là, si je regarde ce que j'ai sur le type de données produit, eh bien, le nom du produit et l'inclusion des propriétés supplémentaires Review, Aggregate Rating ou Offers est obligatoire. Donc là, je dois avoir le nom du produit et ensuite choisir entre ces trois-là. Et si je choisis Offer, j'ai comme propriété obligatoire le prix et par contre la propriété recommandée, la première qui est proposée. Il y en a d'autres, hein, c'est Availability. Donc là, si je n'ai pas indiqué l'Availability, donc ça va déclencher éventuellement dans mes rapports un avertissement, mais ce n'est pas bloquant. Donc, par contre, si vous avez oublié de rajouter des champs correspondant aux propriétés obligatoires, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas avoir les rich snippets. Alors ensuite, il y a des cas dans lesquels les gens encodent les informations, pas seulement pour avoir des rich snippets, mais parce que ça peut permettre au moteur de recherche de mieux comprendre des données complexes qui sont mises en ligne, ou à d'autres outils de profiter de la présence de données structurées pour mieux fonctionner. Alors, ça peut être des moteurs spécialisés ou des outils de catalogage automatisé, etc. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne va pas regarder les données structurées, donc uniquement celles qui produisent des rich results, des rich snippets ou des rich charts, mais également, est-ce que c'est valide par rapport à l'ensemble de ce schéma.org. Donc là, on passe par un autre outil, qui est l'outil de validation de balisage schéma, qui est plus complet, plus générique, et qui vous dira si vous avez bien respecté le balisage complet. Bon, alors ça, c'est bien, mais jusqu'ici, les outils que je vous ai montrés, ça fonctionne URL par URL, donc ça, c'est assez fastidieux. Sachez que pour tous les gens, et je sais qu'ils sont nombreux, qui ont Screaming Frog, dans les dernières versions, aujourd'hui, on a dans la configuration du moteur de recherche, dans la configuration du crawler, pardon, la possibilité de cocher des informations sur les données structurées. Donc, ce que ça va produire, c'est que pendant le crawl, Google va récupérer, pendant le crawl, Screaming Frog, qui se fait passer pour Google, va récupérer les données dans des données structurées, microdonnées, JSON-LD, RDFA, ce que vous voulez.
et va être capable également de les valider contre la structure de schema.org et par rapport au test de validation des rich results. Alors ça, c'est génial parce que ça veut dire que vous pouvez tester une nouvelle version d'un site avec un seul crawl. Donc ça permet de resetter un site en pré-prod ou d'identifier les URL qui comportent des problèmes, des données vides, etc. Alors, ensuite, ce qu'il faut quand même regarder, c'est est-ce que véritablement le chantier de fabrication des données structurées aura un ROI. Donc, pour ça, avant de se lancer là-dedans, il faut quand même tester pour savoir si sur les requêtes sur lesquelles vous voulez faire apparaître des rich snippets, eh bien, il y a vraiment des rich snippets. Et pour ça, vous avez la possibilité de le faire avec différents outils. Là, je vous montre possibilité que fournit sur Searchmetrics, sur SEMrush, c'est-à-dire de tester pour une requête quelle est donc la présence de ces rich snippets là-dessus. Donc là, on voit que j'ai un avis qui apparaît sur cette requête réfrigérateur import. Donc ça veut dire que si j'ai ces données structurées là, je vais pouvoir éventuellement avoir un affichage de rich snippets de type aggregate rating et donc le rich snippet avis. Alors attention, il faut absolument, pour avoir des résultats, respecter les guidelines de Google. Si vous ne les respectez pas bien, il y a effectivement des pénalités pour non-respect de ces guidelines. Donc là, je vous les remets ici. Vous avez ici l'adresse pour trouver où est-ce qu'on les trouve. Lisez-les bien avant de vous lancer dans des chantiers d'ajout de données structurées, parce qu'il y a un ensemble de pratiques que vous pouvez voir à gauche et à droite, qui sont carrément de l'autre côté de la ligne jaune par rapport aux guidelines. Et sachez que tôt ou tard, ça produira pour ces sites donc soit une pénalité, bon, ça arrive assez rarement quand même, mais le plus souvent, la disparition des rich snippets pour les sites qui ne respectent pas les policies de Google. Donc, on l'a vu au départ, donc avoir des données structurées, ça permet d'augmenter la visibilité, le CTR, et surtout pas les avoir, c'est un handicap. Donc, si vous voulez maximiser votre visibilité dans les SERP et gagner en CTR et en trafic SEO généré, c'est important d'implémenter correctement les données structurées. Mais si j'ai un message à vous faire passer, c'est de vous méfier déjà de la taille du chantier. C'est quelque chose qui, à l'usage, n'est pas simple à implémenter. Et du coup, il faut faire attention à être certain que vous aurez évidemment des retours sur investissement. Donc, les erreurs d'implémentation se payent cash. Vous avez 0 rich snippets qui s'affiche quand c'est mal implémenté. Il faut vraiment tout contrôler avec rigueur. Quitte à utiliser un balisage, préférez le JSON-LD aux microdonnées, le reste étant obsolète ou ne marchant pas, donc laissez tomber. Donc, c'est microdonnées sur les balisages HTML ou JSON-LD avec une préférence pour le JSON-LD. Et si Google n'affiche pas de rich snippet ou rich card sur le cœur de vos requêtes, clairement, l'intérêt de ce chantier diminue fortement. C'était les quelques messages que je voulais vous faire passer sur ce sujet aujourd'hui pour les sites e-commerce. Alors, on pose la question suivante, est-ce que les données structurées sont utilisées par Google pour Google My Business notamment? Je pense aux coordonnées, aux horaires d'ouverture, etc. Alors, non. Donc, il s'agit de données qui sont rentrées normalement via l'interface de Google My Business. Lorsqu'on a des fiches qui présentent des établissements sur son site, on a intérêt à les encoder par ailleurs de manière à ce que dans les résultats normaux, ces données soient reprises et aboutissent à l'affichage que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est autre chose, c'est en plus. Par contre, la recommandation, c'est d'éviter d'avoir des incohérences entre les données que vous rentrez à la main par l'interface de Google My Business et celles que l'on trouve directement sur les pages de votre site. Si vous générez ce type d'incohérence, ça risque de vous empêcher de tirer tout le bénéfice de vos efforts en référencement local. On a un meilleur référencement local quand Google s'aperçoit que
l'ensemble des informations et des contenus sont cohérents. Donc, c'est voilà, une précaution à prendre. Bien, eh bien, je vous remercie pour votre attention pendant toute cette matinée. Vous allez retrouver donc cette présentation dans notre SlideShare dans les heures qui viennent. Et donc, le temps de monter le replay, vous y aurez également accès pour ceux qui n'étaient pas là, comme pour ceux qui sont présents. On vous enverra le lien pour pouvoir éventuellement revoir donc, les parties de la conférence que vous avez manquées ou revoir celles pour lesquelles vous voulez avoir un petit peu plus le temps de travailler, de comprendre donc, les informations que l'on vous a donc données. Voilà, je vous donc donne rendez-vous pour un prochain matin népérien, donc, qui normalement aura lieu en décembre. On aura l'occasion de vous communiquer la date sur donc, notre newsletter. Et nous aurons également un événement en partenariat avec Indeed. Donc, d'ici là, là aussi, vous aurez les dates et les informations pour vous inscrire donc, sur la newsletter et sur le site. Voilà, à très bientôt. Merci pour votre attention.